Salut, c'est Tanaris. Vidéo différente de d'habitude aujourd'hui, je vais faire une sorte d'édito ici, sur le sujet que vous avez vu en cliquant sur la vidéo. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ce sera intéressant. Netflix c'est quand même super cool quand on y pense. Imaginez un immense catalogue comportant films et séries par centaines, de tous les pays du monde, accessible n'importe quand et sur presque n'importe quel appareil électronique, le tout pour la modique somme de 11,99€. Et en plus de ça, ils ont même des dessins animés japonais, plus couramment appelés animés par nous les otaku. C'est pas génial? Eh bah pas tant que ça en fait. Dans cette vidéo, on va voir le rapport que Netflix entretient avec l'animation japonaise, c'est-à-dire la façon dont la plateforme gère ses animés, ce qu'elle apporte à l'industrie, etc. Je précise que quasi tout ce que je vais dire ici s'appuie principalement sur des constatations et réflexions personnelles en tant qu'utilisateur Netflix et fan d'animé, et que je ne suis pas un expert en distribution audiovisuelle ni rien. Aussi, je vais pas mal digresser dans cette vidéo et m'égarer afin de préciser certains points, histoire que la vidéo puisse toucher un public qui ne s'y connaît pas du tout. Vous voilà prévenu, mais n'hésitez pas à me faire la remarque dans les commentaires si je ne suis pas assez clair. Commençons donc par un sujet de débat dont Netflix n'est pas la cause consciente, mais qui a débarqué avec l'avènement de Netflix, la génération Netflix. Alors ça, c'est un sujet qui va et vient. Peut-être que plus personne en parlera quand la vidéo sera sortie, mais comme ça revient à peu près tous les 3 mois, et bah ça aura peut-être un intérêt à ce moment-là. Aussi, ça a beaucoup été abordé, du coup je vais pas vous faire l'affront de répéter ce que des youtubeurs ont déjà dit. Évidemment, c'est complètement con de juger quelqu'un en fonction de là où il regarde ses animés. Le truc, c'est que l'expression génération Netflix, quand je l'ai vu commencer à arriver sur Twitter, genre en fin 2017, début 2018, parce que c'est là que ça a commencé, l'expression elle désignait tous les fans d'animés récents qui disaient un peu de la merde sur le sujet, on va pas se mentir, en utilisant le mot Netflix pour englober le tout, car t'en avais quand même un certain paquet qui venait de là. Donc c'était tout aussi stupide et condescendant, hein, dans tous les cas mépriser des néophytes, même s'ils sortent des conneries c'est pas le meilleur move. Mais ça veut dire que les gars qui regardaient My Hero Academia, One Piece ou DBS sur d'autres sites que Netflix, et bah au final, ils étaient tout autant visés. Du coup, je trouve ça assez ironique que certaines de ces personnes-là, fans d'animés récents, ou qui en ont vu très peu tout simplement parce que t'en as qui en ont vu une quinzaine, mais comme ils regardaient DBZ petits, ils ont une espèce de fierté bizarre de fans d'animés, bref. Donc ces gens-là, juste parce qu'ils regardaient pas sur Netflix leurs animés, ils vont aller être méprisants envers d'autres fans d'animés récents qui regardent sur Netflix alors qu'ils sont concrètement dans le même panier, et qu'il y a 1 ou 2 ans, ils se seraient fait vanner de la même manière. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur la génération Netflix, mais il me semble pas que ce point-là avait été abordé dans d'autres vidéos. Après, je rappelle encore une fois qu'être méprisant envers les néophytes, en utilisant le terme génération Netflix, que tu comptes ceux qui regardent uniquement sur la plateforme susnommée ou non, ça reste stupide et je ne cautionne pas l'expression, même si le terme est un peu fort. Mais du coup, à cause de ça, les personnes visées ou même d'autres ont commencé à se défendre en quelque sorte, en avançant d'une part les arguments cités plus haut évidemment, mais aussi le fait que Netflix était une plateforme légale avec une bonne sélection d'animés accessibles, et que ça valait mieux que d'aller regarder des trucs en 240p sous-titrés espagnol, blablabla, bref. Et bah ça c'est pas totalement vrai. Alors évidemment, le fait que Netflix soit une plateforme de streaming légale qui n'est pas exclusivement centrée sur les animés mais en contient certains, fait que les utilisateurs ayant pris leur abonnement pour regarder des films ou des séries live vont avoir la possibilité de découvrir des animés. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Énormément de personnes ont découvert les animés de cette manière. Donc quelque part on peut dire qu'il y a une génération Netflix, mais encore une fois, c'est pas une raison pour être méprisant ou quoi. Sauf qu'en réalité, Netflix n'introduit pas tellement à la Japanimation, mais à une portion très réduite de la Japanimation, t'as environ 200 animés sur la plateforme, là où tu dois avoir le même nombre chez Wakanim, sauf qu'ils ont plus de séries et moins de films, sachant que chez les deux, t'as quasiment que des séries qui datent de 2010 et plus, et rien d'avant 2000, sauf Evangelion et des Ghibli chez Netflix. Et encore à côté, t'as ADN et Crunchyroll qui ont encore plus d'animés, sachant aussi que ADN fait l'effort de sortir des trucs un peu méconnus des années 2000, mais bon, dans tous les cas, il y a très peu d'animés pré-2000 dans le paysage du streaming légal français. Donc en restant chez Netflix particulièrement, on reste à tourner autour des mêmes trucs, alors que pourtant il y a beaucoup d'animés intéressants sur la plateforme et j'y reviendrai. Mais même avec eux, on reste toujours autour des mêmes années de création. Bref, je m'égare un peu du sujet, mais tout ça pour dire qu'en termes de nombre d'animés, et bah ils sont pas au niveau des autres plateformes, et côté diversité des animés, c'est pas la grande folie non plus, même s'il y a quelques perles dans le catalogue, j'y reviendrai. Et aussi ils ont tendance à vouloir un peu tous les gros animés populaires, alors que ceux-ci sont déjà parfois sur d'autres plateformes. On a par exemple Hunter x Hunter et Naruto, qui doivent être les 2 plus gros succès animés je pense, mais les 2 sont aussi licenciés chez ADN. L'Attaque des Titans aussi, qui est l'animé phare de Wakanim, du coup je suppose que c'est un bordel côté droit, puisque ils ont que les 2 premières saisons Netflix, sachant que avant ils avaient seulement la saison 1, puis l'ont retiré et ont remis les 2 premières du coup. Bref, c'est un bordel, on va en reparler des animés qui se font retirer d'ailleurs, et même plus récemment on a eu JoJo's Bizarre Adventure, qui était jusque-là disponible sur ADN et Crunchyroll, et là aussi on l'a pas en entier, mais que les 3 premières parties. Et puis ils ont d'autres animés qui sont dispo ailleurs, comme Sangatsu no Lion qui est disponible chez Wakanim, d'ailleurs la saison 2 a mis du temps à arriver sur Netflix, ou encore Gundam Iron Blooded Orphans, qui est chez Crunchyroll, bref vous avez compris où je veux en venir. Mais dernièrement ils ont quand même commencé à ajouter des animés un peu plus originaux entre guillemets dans leur catalogue. Cette année par exemple on a eu le très bon Doro et Doro, Brand New Animal, le nouvel animé de Trigger, le controversé Japan Sinks de Yuasa, ou plus récemment Great Pretender, l'animé original du studio WIT.
Seul problème, c'est que ces animés récents, eh ben ils arrivent par paquet, et donc bien après la diffusion de l'animé. Je me souviens l'an dernier par exemple, il y avait Carol on Tuesday de Watanabe qui était arrivé super tard, l'animé il avait terminé sa diffusion vers la fin de l'été, et on avait eu la deuxième partie que à Noël. Du coup bah t'es obligé d'attendre si t'as envie de rester dans la légalité, et c'est un peu chiant. Vraiment, je vois pas ce qui les empêche de faire un épisode par semaine comme toutes les autres plateformes. Le seul intérêt, c'est d'avoir la VF en même temps que la voix STFR, mais enfin dans tous les cas, la VF, on l'a à la même date, donc on s'en fout. Et en plus, ils avaient déjà fait un épisode par semaine avec Violet Evergarden en janvier 2018. En plus de ça, on a quasiment aucune com relative aux animés. Netflix ne nous dit rien. Pour les animés entrants, ça va. T'as le compte Twitter qui annonce quand c'est un animé très populaire genre JoJo, ou un animé récent comme Great Pretender, mais par exemple, on a Space Dandy là qui est de retour sur la plateforme, et on a eu zéro info. Et chose amusante, j'ai retrouvé un tweet de 2014 du CM Netflix qui annonçait son arrivée sur la plateforme à l'époque, preuve que ça lui coûte rien de faire un pauvre tweet d'annonce. Et à chaque fois qu'il y a une annonce d'un nouvel animé, pour essayer de le vendre, ils vont plus faire des comparaisons du style « ouais, c'est le réalisateur de X truc » plutôt que d'expliquer de quoi ça parle, en quoi c'est intéressant, comme si c'était impossible de vendre l'animé de cette manière. Et le plus souvent, sans dire le nom du réalisateur en question, je trouve ça assez irrespectueux quand même. Mais je tiens à saluer le fait que le CM Twitter de Netflix s'améliore un peu parce qu'à une époque c'était vraiment catastrophique, entre les vannes nasses pour amuser les 10-14 ans, et le manque d'infos, et les trucs irrespectueux, enfin bref. Toujours est-il que si on a quelques infos pour les animés entrants, pour beaucoup, on apprend leur arrivée via d'autres sources qui parlent directement de l'animé. Pour ce qui est des animés sortants, donc qui sont retirés de Netflix, car ils n'ont plus les droits, là on a vraiment zéro info. Que ce soit le CM Twitter ou même la plateforme en elle-même, si tu veux avoir des infos assez rapidement par rapport à ça, t'es obligé d'avoir l'application Upflix. Perso je l'ai et je m'en sers beaucoup, c'est très utile. Et du coup on arrive au point qui m'énerve le plus, c'est justement ces retraits d'animés de la plateforme. Donc comme je l'ai expliqué vite fait, quand Netflix n'a plus les droits pour un animé, celui-ci est retiré de la plateforme. Il faut savoir que pour qu'un animé soit distribué sur une plateforme légale, il faut faire un contrat qui autorise l'animé à rester sur la plateforme pendant un certain temps, et ce, dans un certain pays uniquement. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours les mêmes animés, par exemple entre la France et les États-Unis. Et à la fin de ce contrat, la plateforme choisit de renouveler ou non le contrat, sauf si la plateforme faisait directement partie du comité de production lors de la création de l'animé, auquel cas l'animé restera pour toujours dessus, comme ça a été le cas avec Devilman Crybaby par exemple. Mais bon là je vous renvoie à la vidéo de Random Watcher sur les comités de production qui en parlent très bien. Et Netflix ne renouvelle quasiment jamais les contrats. Les seuls animés pour lesquels ils renouvellent les contrats, et ben c'est les animés ultra populaires genre Bleach par exemple, mais les autres rien nada. Et là je sens parmi vous qu'il y en a qui vont me dire oui mais c'est logique, si les animés ils sont pas assez vus alors ça sert à rien de les garder, c'est pas assez rentable pour eux, gna gna gna. Bah oui merci frérot, t'es super intelligent, sans toi j'aurais jamais pu le deviner. T'as des actions chez Netflix pour que t'ailles le défendre comme ça, non? Parce qu'en vrai vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont déjà sorti ça. Donc on va expliquer vite fait pourquoi cet argument c'est de la merde. Alors de 1, Netflix a largement assez de thunes. Les gars ont déboursé 100 millions pour pouvoir mettre Friends sur leur plateforme en 2018, sachant qu'ils avaient déjà payé 30 millions par an avant, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Et je pense pas que l'animation japonaise, qui est sans doute la production audiovisuelle la moins onéreuse qui soit ce qui leur coûte le plus de thunes. Vraiment, ils ont absolument rien à perdre en renouvelant les contrats. Après, je vais nuancer un peu ce point aussi, parce que je sais qu'il y a quelquefois les ayants droit qui sont très chiants et qui veulent carrément plus que les animés en question soient distribués ailleurs qu'au Japon, mais bon, je pense pas que ce cas de figure ait souvent eu lieu avec tous les animés retirés. De deux, s'ils avaient fait une meilleure com pour inciter les gens à regarder les animés moins connus, au lieu de toujours nous rabâcher avec les mêmes Neketsu déjà super populaires, ou les films Ghibli que tout le monde a déjà vus, eh bien peut-être que ces animés auraient été plus populaires. Parce que si le CM Netflix ne fait pas la promo pour les animés moins populaires, et bah la plateforme non plus. Le truc de base va te proposer des trucs déjà super célèbres, et quelques nouveautés, mais c'est tout. Et même avec mon profil, avec lequel j'ai déjà vu pas mal d'animés sur la plateforme de tout type, et bah ça continue à me proposer des trucs déjà super connus. En bref, ils sont quand même pas mal responsables du fait que ces animés restent méconnus. Et enfin de 3, en quoi retirer des animés parce qu'ils sont assez rentables pour eux rend la chose plus légitime. Tout ce que ça prouve c'est que le capitalisme est incompatible avec la production artistique, mais bon ça je vous rassure, je vais pas partir sur ce terrain-là, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Dans tous les cas, d'un point de vue moral, ça reste pas une bonne chose. Et du coup je vais vous donner une idée des animés qui ont été retirés de la plateforme, histoire de vous faire vous en rendre compte. Alors déjà on a Cowboy Bebop, un des plus grands animés de l'histoire, absolument culte, pourtant ils ont pas daigné renouveler. Gurren Lagann, même cas de figure, un animé super culte et exceptionnel. Kill la Kill qui est du même staff et qui a le même esprit, d'ailleurs on a Brand New Animal qui est du même staff sur la plateforme. Le premier animé de FMA, celui de 2003, pareil. Trigun lui aussi un animé très culte des années 90. Akira, un des plus grands films de l'histoire.
Last Exile, un très bon animé des années 2000 que tout le monde va oublier maintenant. Katanagatari, lui aussi un animé avec sa petite répute. Bakemonogatari et Nisemonogatari du même auteur original, qui sont les débuts de la légendaire saga des Monogatari, sachant qu'en plus Wakanim a la suite mais a pas récupéré ces deux-là, donc ça a vraiment aucun sens. Parasite aussi va être retiré le 30, je précise que je sais pas du tout quand sortira la vidéo, là on est le 18 septembre, mais peut-être que pour lui ils renouvelleront, c'est assez populaire. Et enfin Kenshin le Vagabond, avec notamment les 4 épisodes intitulés Le chapitre de la mémoire, qui sont l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'animation. Voilà, c'était criminel de les retirer, et j'ai un seum intersidéral. Et dites-vous, en plus de ça, les exemples que j'ai cités ne sont plus sur aucune plateforme de streaming légale, à l'exception de Gurren Lagann et Kill la Kill qui sont chez Wakanim. Le seul moyen de les voir légalement maintenant, c'est en achetant les Blu-ray qui coûtent la peau du cul. En 2018, quand Devilman Crybaby était arrivé, je pensais que ça allait vraiment changer quelque chose dans l'industrie. Netflix donnait l'impression de s'intéresser à l'animation Jap et d'avoir envie de créer des projets artistiques et ambitieux, ne serait-ce que pour se faire bien voir. Mais à la place, c'est à cette période qu'ils ont commencé à retirer en masse plein d'animés. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'industrie de l'animation japonaise ne va pas bien du tout. Les animateurs sont plus surexploités que jamais, la majorité des studios sont pauvres car les comités de production raflent beaucoup de thunes, et on autorise rarement des projets vraiment ambitieux, ou alors on les cantonne à un certain nombre d'épisodes, ce qui fait qu'il y a souvent des gros problèmes de rythme. Netflix aurait pu changer ça mais a choisi d'agir comme une grosse multinationale, c'est-à-dire en tentant de faire le plus de fric possible, en prenant le moins de risques possible, alors qu'ils ont largement de quoi assurer leurs arrières. Bref, après Netflix n'est pas responsable de tous les malheurs du monde non plus, mais ça témoigne des problèmes du système de création d'animés actuel. Mais bon, si vous voulez que ça change, essayez de regarder chez eux des animés moins connus, au lieu de leur demander pour la 40e fois sur Twitter de mettre One Piece, et peut-être que s'ils voient une augmentation de vues sur leurs animés moins populaires, ils se décideront à en ajouter d'autres, qui sait. J'y crois pas trop perso, mais tant qu'on est là, je vais vous présenter 4 très bons animés, mais pas très connus pour des néophytes, sur la plateforme, en espérant que vous regarderez. Alors tout d'abord, il y a Sangatsu no Lion, j'ai fait une vidéo dessus déjà et j'en avais parlé dans ma vidéo des meilleurs animés de la décennie, donc voilà, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, c'est excellent. Allez regarder ma vidéo si vous voulez plus d'infos et sinon foncez. Ensuite on a Shigurui. Shigurui c'est un animé des années 2000 assez relativement peu connu, je suis surpris qu'il soit toujours sur la plateforme. C'est un animé de samouraï vraiment particulier. Il est réalisé par un de mes réalisateurs préférés qui s'appelle Hiroshi Hamasaki, qui a fait récemment l'adaptation de l'Habitant de l'Infini, qui est pareil est excellent. Et son animé le plus connu c'est Steins Gate, qui est aussi sur la plateforme, donc voilà. Sauf que Steins Gate, même s'il y a beaucoup de sa patte, ça reste réalisé de manière à plaire un peu à tout le monde. Shigurui, je pense que c'est son animé, de ceux que j'ai vu en tout cas, qui a le plus sa patte personnelle. C'est très particulier, c'est un animé de samouraï, les confrontations entre samouraïs sont vraiment mis en scène de manière particulière, il y a très peu de mots, beaucoup de changements de plans. Souvent il y a un rythme de tambour derrière et les plans ils changent à chaque coup, donc c'est vraiment particulier. Les teintes sont très sombres, c'est très violent aussi, âme sensible, s'abstenir. Et ouais, c'est vraiment une expérience esthétique vraiment particulière et assez incroyable, donc si vous cherchez ce genre d'animé, et ben foncez. Ensuite on a Tatami Galaxy, pareil, ça j'en avais parlé dans ma vidéo sur les meilleurs animés de la décennie. C'est réalisé par mon réalisateur préféré qui s'appelle Masaaki Yuasa, qui a réalisé récemment Japan Sinks et qui a surtout, enfin son animé le plus populaire je pense que c'est Devilman Crybaby. Vous retrouverez un peu de sa patte dans Tatami Galaxy, parce qu'en fait il fait des animés qui sont très différents les uns des autres visuellement, mais en même temps tu reconnais vraiment sa patte peu détaillée avec une superbe animation. Et Tatami Galaxy c'est ça, en plus c'est super coloré. Ça parle d'un jeune étudiant qui veut vivre sa vie en rose au campus et qui va faire un peu tous les pires choix possibles en tentant de parvenir à son but, et c'est très drôle mais en même temps c'est très profond. La psychologie du perso principal est vraiment bien explorée, et t'as un peu tous les éléments de l'intrigue qui convergent en ce personnage principal. Voilà, vraiment c'est à voir absolument, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, vous comprendrez quand vous l'aurez vu. Par contre en VO ça parle super vite, même si ça a un intérêt artistique. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre en VF, la VF est exceptionnelle, je le dis, voilà. Et enfin, dernier animé de cette présentation, j'en ai parlé plus haut, c'est Space Dandy. Space Dandy lui aussi il est réalisé par un réalisateur très
très connu, qui n'est autre que Shinichiro Watanabe, le réalisateur de Cowboy Bebop et Samurai Champloo qui est aussi sur la plateforme et qui est assez connu. Et Space Dandy, c'est un peu un gros melting pot de plein de styles d'animation différentes. C'est vraiment un des projets les plus incroyables et surprenants qui ait pu avoir lieu dans l'industrie. Vraiment, Watanabe, c'est le directeur officiel, mais en fait, t'as quasiment chaque épisode qui est dirigé par un réalisateur différent. Et du coup, ça parle d'un mec qui est chasseur d'aliens dans l'espace, enfin bref, voilà. Et chaque histoire est indépendante, et vraiment, c'est toujours super bien animé. T'as forcément des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres et tout, mais globalement, enfin, ça reste incroyable, c'est une super production, c'est drôle. La VF, elle aussi, est exceptionnelle, c'est une des meilleures VF d'animé que j'ai vu, comme pour Tatami Galaxy d'ailleurs. Ouais, vraiment, pareil, c'est un des chefs-d'œuvre des années 2010, vraiment, c'est à voir absolument si vous vous intéressez un peu à la Japanimation, enfin bref, voilà, c'est à voir. Bref, voilà, j'ai fini de présenter les animés, j'espère que ceux-ci vous auront intrigué, vous auront intéressé, et que vous irez jeter un coup d'œil. Perso, c'est 4 animés que j'apprécie tout particulièrement. Du coup, en conclusion, ce que je reproche à Netflix, de retirer des animés, ça c'est ce que je leur reproche le plus. D'en plus ne faire aucune com relativement à ces retraits, d'avoir un catalogue trop homogène alors qu'il l'était quand même beaucoup moins quand il y avait les animés qu'ils ont enlevés et que j'ai cités plus haut, de ne pas inviter les spectateurs à découvrir les quelques perles rares de leur catalogue alors que ça profiterait à absolument tout le monde, que les animés de saison n'arrivent pas à la semaine, et enfin, de manière générale, que la plateforme n'ait pas vraiment d'ambition alors qu'elle a largement le pouvoir de complètement changer le monde de l'animation japonaise. En fait, je me rends compte qu'avec Netflix, l'accès à la culture n'a jamais été aussi facile, et paradoxalement, les gens en général vont pas forcément être curieux. Mais ça, encore une fois, c'est pas de leur faute, entre guillemets. Directement à eux, c'est la faute de la com désastreuse de Netflix. C'est ça qui fait quasiment tout, en fait. Rien qu'à voir le succès d'un truc comme Beastars, par exemple. Et du coup, même si c'est pas exclusif à Netflix, et que je m'écarte du cas uniquement des animés, ça va mettre en avant des œuvres considérées comme ayant le potentiel de marcher, comme des effets de mode, ou des trucs tendance hype un peu. Y a qu'à voir avec toutes les séries type Casa de Papel, etc. Et ça se fait au détriment d'autres. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'art en général, parce que je le rappelle, ouais, les séries c'est de l'art, et ça fait partie de la culture pop. Et déjà que cette culture pop est fortement méprisée par les élites, alors si même nous qui lisons ou regardons cette culture pop, nous nous mettons à ne la considérer que comme un simple bien de consommation au lieu d'œuvre d'art, et ben on s'en sortira jamais, cette culture ne sera jamais enseignée, elle n'aura jamais de reconnaissance en dehors des cercles d'amateurs. Évidemment, chacun appréhende l'art de la manière dont il veut, mais il faut au moins avoir conscience que la culture populaire est aussi légitime que la culture bourgeoise. Bref, je pense que ce sera tout, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est d'essayer de toujours découvrir de nouvelles œuvres différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est très enrichissant, et donc de ne pas se limiter qu'à Netflix, hein. Je vous dis pas de prendre un abonnement à d'autres plateformes, mais vous savez, il y a d'autres moyens, hein, que je ne citerai pas, vous connaissez sûrement, voilà. Et ces autres moyens sont parfois les seuls moyens d'avoir ne serait-ce qu'accès à certaines œuvres, car oui, le streaming légal, ils en ont rien à foutre de la conservation de la culture. Bref, ce sera tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et que ça vous aura permis de comprendre mon point de vue par rapport à Netflix. Salut, c'était Tanaris.